On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Femme d'ici et d'ailleurs, femme salariée, entrepreneuse, femme célibataire ou en couple, femme mère, maman solo. Les femmes face aux inégalités, à la parité, l'égalité, confrontées aux violences physiques, psychologiques, verbales. Femmes de divers horizons. La diversité est une source de richesse, qu'elle soit culturelle, religieuse ou politique. Je vous invite un lundi par mois pour une émission qui traitera de la thématique autour des femmes et de la diversité. Je suis Dounia Maklouf sur Radio Mercure 93 FM. Aujourd'hui, je reçois Dounia Anache, fondatrice d'Abajad, et Reda Anache, présidente chargée de développement et de communication d'Abajad. Nous aborderons l'insertion socio-professionnelle. Et en deuxième partie, Adnan Haj Mouri pour la question de la condition féminine. Dounia Anache et Reda Anache. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Dounia Anache, vous êtes la cofondatrice d'Abajad et vous êtes ingénieure de formation. Est-ce que vous pouvez nous exposer un peu votre parcours ? D'accord, j'ai un parcours en fait qui allait plutôt, qui est assez classique. J'ai un master en linguistique et j'ai intégré un master en ingénierie de formation. Je pense que ces choix se sont faits de manière inconsciente en fait. J'ai beaucoup été en contact avec le domaine associatif depuis très jeune, depuis l'âge de 18 ans en fait. C'est une association qui œuvrait pour les orphelins. Donc il y a cet aspect-là, cette dimension sociale qui m'anime. Et aussi, j'ai été dans des centres sociaux très jeunes, à l'âge de 17 ans, pour commencer à aider des personnes qui arrivaient de l'étranger pour leur donner des cours de français, à ma manière. Hein. Et donc en master, j'ai vraiment eu envie de poursuivre ça. Et donc j'ai finalisé avec ce master en français sur objectifs spécifiques. Reda, votre parcours, votre cursus ? Oui, très rapidement. Moi, je suis un produit d'école de commerce. J'ai fait un bac+5 dans le développement de la relation client. Et j'ai fait tout mon parcours en alternance en tant que commercial sur le terrain, à distance. Aujourd'hui, je suis chef de projet dans l'automobile et j'anime des équipes de vente. D'accord, très bien. Abajad, c'est une association loi de 1901, dont vous êtes la fondatrice, Dounia. Quel est l'objet de cette association ? Donc l'association, elle œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation d'exclusion. Donc ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes en état de précarité, des femmes isolées, des personnes nouvellement arrivées sur le territoire, ou des jeunes de quartier qui ont un frein majeur, c'est le frein linguistique, le français. Donc Abajad, c'est d'abord l'insertion par la langue. Et ensuite, on inclut des ateliers pour pouvoir faire vraiment un accompagnement global. Donc il y a des ateliers emploi, des ateliers confiance en soi, avec des ateliers confiance en soi, des ateliers mobilité. Très bien. Et donc, pourquoi avoir créé une association ? Pourquoi avoir créé une association ? Oui. Pourquoi pas une autre structure ? Pourquoi pas avoir opté pour plutôt une entreprise et pouvoir justement proposer vos services ? Pourquoi l'association ? Alors déjà parce que j'ai baigné dans le monde associatif depuis très jeune, donc c'est quelque chose qui pour moi est naturel. Et j'ai vraiment... Enfin, je dis souvent, si vous retenez pas mon nom et mon prénom, retenez au moins mes initiales, donc DH comme le désir d'humanité. Et c'est vraiment ce désir que j'ai envie de partager. Et puis, l'associatif, c'est d'abord je pense que c'est très égoïste. C'est-à-dire qu'on fait d'abord ça pour soi, pour se sentir utile. Et j'ai envie d'amener les gens aussi à se sentir utiles. Et à pouvoir changer le monde, leur monde en tout cas. On ne peut pas aider tout le monde, je dis souvent ça, mais on peut tous aider quelqu'un. Oui, à notre hauteur. Je suis tout à fait d'accord. Et peu importe, même ne serait-ce qu'une petite œuvre, c'est déjà ça. C'est ça peut être un bouleversement dans une vie et on ne peut pas mesurer parfois juste une parole gentille,
un sourire, un sourire, voilà, ça peut vraiment bouleverser des vies. Donc c'est vraiment ça ce que j'ai envie d'avoir, cette dimension humaine, et c'est très important. C'est vraiment des valeurs qu'a Abajad. C'est le désir donc d'aider les gens. Et pas se faire de l'argent comme les centres de formation. J'en ai fait des centres de formation, oui. Et on ne voit plus cette dimension humaine. J'ai même été écœurée par un directeur qui m'a un jour dit, mais je ne suis pas philanthrope, je suis là pour gagner de l'argent, je me fiche de complètement de ce qu'ils peuvent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font. Et ça m'a extrêmement choquée. Voilà, des objectifs de chiffres à atteindre. Et on n'est plus du tout dans l'humain. On ne va pas regarder la personne, mais on va plutôt voir le chiffre d'affaires que ça va engendrer. Mais ça va même très loin. Non seulement on ne se soucie pas du public, mais en plus on ne se soucie même pas de la qualité de la formation. Me dire, finalement, vous pouvez même faire de la danse en cours. Moi, je m'en fiche. Je veux juste avoir des feuilles d'émargement pleines. Et ça m'indigne. Déjà, c'est une insulte à ma profession. Et c'est aussi c'est se moquer du public qui donne de son temps, qui vient et qui a envie d'apprendre. Oui, tout à fait. Donc je veux de la qualité, je veux que ça serve, et voilà pourquoi j'ai monté cette structure. L'idée de l'association germe. Vous constituez une équipe. Avec bien sûr c'est votre frère, Reda. C'est mon frère, tout à fait. On partage la même mère. C'est bien. Et donc voilà, à partir de là, vous en parlez peut-être donc autour de vous, à des amis, à votre frère. Et comment justement la constitution va se faire? Comment vous vous dites, allez, on se lance, maintenant on va œuvrer, 1, pour l'humanitaire, 2, pour faire quelque chose sur le terrain et de concret, et associer, mobiliser, essayer effectivement de mettre en place un groupe pour que ça puisse fonctionner. On va laisser. Je vais peut-être vous répondre parce que j'ai pu voir ça, pas de l'extérieur, mais tout est parti de Dounia. Tout est parti de Dounia. Dounia, elle a d'énormes compétences et elle a pu vraiment... se tester sur le terrain auprès de professionnels, auprès d'associations, et elle a pu faire un constat qu'elle vous a décrit, qui lui a plus ou moins plu. Elle a aimé par-dessus tout être au contact du public, des apprenants qu'elle n'arrête pas de nommer sur tous ses réseaux. Oui, tout à fait. Les stagiaires, les personnes qui sont là pour apprendre. Et on a toujours été entouré, et c'est le thème d'un petit peu de votre émission, de femmes très fortes. Oui. Et Dounia fait partie de ces femmes qui savent fédérer les gens et vous animer autour d'un projet. Et ça a été très facile de la suivre finalement. Sa compétence, elle est linguistique, mais vu qu'elle a le vrai désir d'aider son public et pas seulement de leur donner des outils qui sont indispensables, mais qui sont très utiles d'ailleurs, elle a le désir de les rendre totalement autonomes, de les aider à apprécier leur quotidien dans toutes ses facettes. Et du coup, elle n'hésite jamais à faire appel aux compétences de toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Et c'est comme ça qu'elle a pu appeler à mon domaine, qui est le domaine de l'insertion professionnelle, savoir passer des entretiens, mais également des spécialistes qui vont, et on en reparlera un peu plus tard, faire des ateliers de prise de confiance en soi. Et d'autres encore, on va avoir également les ateliers mobilité. Bon, elle vous parlera de tout ça, mais finalement, quand vraiment vous êtes animé par un souci et un besoin d'aider, alors c'est très facile de vous suivre dans vos projets, et ça a été naturel pour nous de l'aider. Exactement, c'est ce que je disais, c'est que j'ai vraiment, pour moi c'est une mission. C'est une mission, c'est quand je me lève le matin, pas un seul jour. Et pourtant j'en faisais du chemin, j'ai préféré délaisser un travail sur ma ville pour aller jusqu'à Chanteloup-les-Vignes dans le 78. Donc près de 2 heures de transport. Aller-retour, ça faisait 4 heures, mais j'étais tellement contente d'être vraiment en contact avec mon public que c'était une mission. Je me disais, je suis là pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur donner des outils, pour les rendre autonomes. Et autant moi, j'étais contente, autant eux, ils me le rendaient, mais au quintuple. Ils étaient tellement heureux d'être là, ils étaient tellement heureux d'apprendre. C'est juste magnifique en fait. Et à chaque fois, je racontais ça à mon entourage, donc cette expérience qui est juste incroyable. Et en fait, c'est parti de quoi? C'est parti du fait que j'avais commencé mon enseignement. Enfin, à un moment donné, j'ai enseigné au BTS. Je me suis dit, je serai avec des grands. J'ai changé, donc j'ai commencé avec des tout petits. D'accord. Et des tout petits, mais primo-arrivants qui arrivaient, des enfants qui arrivaient sur le territoire français et qui devaient s'insérer, non pas au niveau professionnel, mais dans un cursus classique d'éducation. D'accord. Donc à l'école.
Et ensuite, j'ai voulu tester donc les plus grands, et puis j'ai intégré un centre de formation pour des BTS. Et là, ça a été, comment dire, donc j'avais le côté transmission que j'adore transmettre, donc ça c'était cool. Par contre, j'avais des personnes en face de moi qui regardaient leur montre, qui faisaient de la compta pendant mes cours. J'avais peut-être sur 35 personnes, j'avais peut-être 5 qui suivaient mon cours. Ça discutait, enfin bref, je me sentais tellement inutile. Et puis là, je me suis dit, non, il faut que je redonne du sens à ce que je fais. Et donc le côté dimension sociale qui a remonté. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour vraiment être actrice de la société. En tout cas, j'ai pas su moi le faire. C'est très bien d'enseigner pour les BTS, mais en tout cas, il me le disait en face. Il me disait, Madame, sans vous manquer de respect, c'est coefficient 2. La compta, c'est coef 7. On préfère travailler notre comptabilité. Normal. Donc là, c'était jusqu'au point où un jour, donc j'avais essayé de trouver vraiment des sujets comme Facebook, les réseaux sociaux, etc. J'ai préparé un test blanc pour de culture générale. Et là, au bout d'une heure, tout le monde part. Ils délaissent le devoir sur table de 4 heures. Le concours en fait. Et quand je leur demande pourquoi, ils me disent mais parce qu'il y avait un match de foot avec l'Algérie. D'accord. Et là, on voulait renouveler mon contrat là. Ah oui, parce que ça il n'y avait pas les drapeaux quand même. Non, mais là, je me suis dit, mais ils délaissent leur quand même un pan très important pour du foot. Et je me suis sentie tellement inutile. On m'a renouvelé le contrat pour la rentrée. J'ai dit non, désolée, je pars. Oui, donc je n'avais rien encore, mais je pouvais pas, je pouvais plus. Ça répond en partie d'ailleurs à la première question, pourquoi l'association et pas l'entreprise? Parce que ce qui est au centre de tout ça, c'est le désir d'aider. Avant le désir de gagner de l'argent, avant le désir d'avoir un métier, c'est vraiment de se sentir utile et d'apporter apporter à l'autre, d'aider. C'est fondamental finalement, c'est au cœur d'Abajad tout ça. D'accord, Abajad. Abajad. Le nom, Abajad. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Abajad? Oui. Je vais répondre. Alors, Abajad, en fait, l'abjad, c'est simplement un autre type d'alphabet. Nous, on connaît l'alphabet ABC, ABC, D, E, F. Abajad, c'est un autre latin. Exactement. C'est la linguiste qui vous répond là. Moi, je suis un peu moins technique qu'elle, mais c'est simplement une autre forme d'alphabet. Et finalement, ça représente complètement le pont qu'on essaye d'instaurer avec Abajad, avec l'association Abajad. C'est un pont entre les gens grâce à la langue. Pouvoir se parler, pouvoir se comprendre, pouvoir s'entraider et lever le premier frein lorsque vous arrivez quelque part ou lorsque vous y vivez et lorsque vous y êtes déjà. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées en France et qui maîtrisent mal le français et qui n'ont pas les outils pour évoluer en entreprise, dans les administrations. Donc Abajad, finalement, c'est de se dire, il existe un pont entre nous et on va essayer de se comprendre et de s'aider. Très bien. Très très bien. Et donc Abajad, ça veut dire au niveau technique, parce que là ça m'intéresse. Linguistique. Oui, au niveau linguistique, l'alphabet, ça vient du grec alpha, bêta, donc il y a des voyelles et des consonnes. L'abajad, c'est constitué uniquement de consonnes. Donc les langues sémitiques, l'arabe, l'hébreu sont constituées d'un abjad, ce qu'on appelle un abjad. Abajad, c'est un peu plus joli, donc on a rajouté une petite voyelle. Et c'est simplement ça. C'est ABC. Abajad. Alif, Bat, Jim, voilà. D'accord, oui, très bien, oui, forcément. Et donc, Abajad se constitue d'une équipe. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui travaille avec vous, quels sont leurs postes, quelles sont leurs fonctions, et justement, comment ils interagissent dans l'association avec vous? D'accord, donc Reda. D'accord, très bien. Reda. Qui est là. Si vous voulez, moi j'ai une chance énorme, c'est que j'ai 4 frères et que mes 4 frères ont un domaine de compétences qui est très important. Tous ont un master. Très bien. Tous ont cette dimension sociale que notre mère nous a vraiment inculquée depuis qu'on est jeune. Ça fait partie de vos valeurs. Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre mode de vie. Donc j'ai mon frère qui est informaticien, ingénieur informaticien, qui met en œuvre ses compétences en informatique. Et là, on est sur le projet aussi d'atelier en informatique prochainement. D'accord. Les bases, vous êtes sur le numérique, mais sur les bases. Les bases, c'est-à-dire... vous vous rendez pas compte, mais pour beaucoup, juste avoir une adresse mail, savoir l'utiliser,
aller sur un site de recherche d'emploi, aller sur le site de Pôle emploi. Eh ben, c'est très difficile. C'est que tout est en passe justement de s'informatiser. Exactement. Tout le côté donc l'outil numérique, c'est très important. Exactement. Très important. C'est vrai. Et donc l'équipe d'Abajet se compose. Il y a moi tout d'abord, hein, oui. je l'ai dit, donc moi je vais me charger du développement et je suis nouvellement président de l'association. Donc l'idée ça va être d'aller chercher des partenaires, des personnes pour nous soutenir, que ce soit l'équipe pour augmenter finalement la taille de l'équipe, mais également d'aller chercher des partenaires, des personnes chez qui intervenir, aller chercher des entreprises qui vont faire appel à nos services. On a tout un tas d'intervenants on a beaucoup de chance là pour le coup et on les remercie énormément, qui sont des experts dans leur domaine. Et alors tu connais mieux leur nom que moi, Dounia, mais tu peux les citer, je pense, un par un. Alors Xavier de Saint-Cyr, qui est coach et écrivain. Et pareil, on est amis et en fait à chaque fois je lui faisais un retour de ce que je faisais, du public que je suivais et puis il a eu ce désir aussi il me dit mais j'ai tellement envie qu'on fasse un truc, qu'on puisse travailler ensemble et je lui dis bah c'est le moment. J'ai créé l'association et donc tout de suite il a dit oui, tout de suite était partant pour des ateliers confiance en soi. Donc Xavier c'est un ténor du coaching. Il a écrit aussi plus d'une quinzaine de bouquins. Et c'est ça en fait que j'ai envie d'offrir. C'est ce public qui est en exclusion, qui n'est pas en contact avec des personnes de ce niveau, on va dire, et ben de leur donner. Là, je vais travailler par exemple dans le domaine de la restauration. J'ai eu une image, c'est du caviar au prix de l'Olympe en fait. C'est leur offrir vraiment des personnes, mais vraiment des personnes ultra compétentes, expertes. Et voilà, qui leur sont accessibles, qui ont ce désir d'humanité en eux. Donc Xavier de Saint-Cyr pour la confiance en soi, Jeanne Goumis qui est une experte, une chasseuse de tête RH, experte dans l'emploi, experte dans l'entretien d'embauche, donc qui sera là aussi pour nous épauler. Il y a des intervenants aussi que je tiens vraiment à remercier. Daniel Murgui-Thomas, qui est un ex-journaliste. Qui a fait du media training pour des grands animateurs, pour des grands hommes politiques, donc qui accepte d'intervenir auprès de notre public. Je l'en remercie vraiment. Qui a tout de suite accepté en fait. Donc voilà, et toutes les bonnes volontés, et ça fait partie de ce qu'on recherche, toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui ont ce désir-là de pouvoir aider. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter, on est vraiment, on vous prend les bras grands ouverts et puis moi je veux vraiment le meilleur, je veux le meilleur pour mes apprenants. C'est comme on me dit souvent quand j'interviens dans des structures, on dirait une maman avec ses enfants, c'est un petit peu moi, c'est ça. Et je n'hésite pas à demander. Toutes les personnes qui vont m'aider, qui vont aider en fait mon public, vous êtes les bienvenus. Les personnes qui ont rejoint notre équipe justement et qui interviennent aujourd'hui au sein des formations d'Abajad, elles ont un point commun et on revient toujours à ce point commun, c'est de redonner du sens finalement à ce qu'elles font. Parce qu'elles ont des compétences que tout le monde s'arrache et parfois qu'elles mettent à profit au sein de grandes entreprises, auprès de personnes célèbres, etc. Mais elles nous le disent, lorsqu'elles découvrent ce projet, elles sentent complètement l'aspect utile de ce qu'elles transmettent et elles ont vraiment l'impression de faire une bonne action, si on peut le dire, lorsqu'elles travaillent avec Abajad. C'est ça. Donc, vous avez une équipe de choc. On peut même dire que carrément c'est la crème. La crème. C'est le caviar. C'est le caviar. le mot est très bien employé, c'est le caviar. Donc, vous avez constitué cette équipe de choc, agence touriste, qu'on va appeler ça comme ça. Allez, allons-y. Je te coupe 2 minutes, oui. Mais c'est aussi ça. C'est que souvent, on dit, mais c'est bon, on fera appel à des bénévoles, on prend des gens qui n'ont pas ces compétences-là, parce que c'est pas parce que je parle français que je peux le transmettre. Et c'est tout un cursus, tout un travail. On n'a pas Bac+5 pour rien. Donc, c'est prendre un expert à chaque fois, qui peut être épaulé par des bénévoles, mais avoir un expert. On veut vraiment quelque chose de... comme un public lambda, en fait. La même chose, c'est quelque chose de qualité. Très bien. Ça, je mets un point d'honneur à ce que ça reste comme ça. Vous êtes sur Radio Mercure 93 FM dans l'émission Femmes et Diversité. Dounia,
Alors, dites-moi, comment se passe un atelier chez Abajad, ou bien effectivement les expériences que vous avez eues comment on appelle ça? Formatrice. Formatrice. Oui. Formatrice. En tant que formatrice, excusez-moi. Alors chez Abajad, en tout cas, on crée des partenariats avec des associations, avec des structures qui sont dans le domaine de l'emploi, des entreprises aussi. Et donc, on prend en compte deux choses. On prend en compte déjà la culture d'entreprise, ce que l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, que prône l'entreprise en fait. Et on prend en compte vraiment les besoins du public. Donc par un questionnaire qu'on transmet à la direction et aux futurs apprenants. Et puis ensuite, on établit une ingénierie, donc un dispositif. Quand est-ce que je vais faire intervenir par exemple Reda, à quel moment clé? Donc, avant l'atelier emploi, je vais donner vraiment les outils linguistiques pour qu'ils puissent suivre cet atelier en toute tranquillité. Qu'est-ce qu'un employeur? Un employé, c'est très subtil pour les personnes qui ont ce frein linguistique. Le vouvoiement aussi, parce que souvent, ce public-là, on les tutoie. Les étrangers, on va les tutoyer. Les jeunes de cité, de banlieue, on va les tutoyer. On a cette tendance-là. Et puis quand ils arrivent chez Abajad, et ça j'insiste auprès de mes formateurs, on les vouvoie. Et moi la première, c'est pas pour avoir de la distance avec eux, c'est pour qu'ils puissent avoir ce réflexe. Ce réflexe qui est un premier, parce que ça peut passer très bien auprès d'assistants sociaux, ça peut passer très bien auprès d'accompagnants, voilà, d'autres personnes qui sont habituées à ce public, mais dans une entreprise, ça peut mal passer, parce qu'on n'est pas, on se rend pas compte en fait de cette difficulté-là. Et donc, je leur donne déjà ces prémices au niveau de la langue, ces premiers outils, et Reda va venir les renforcer avec son atelier emploi pour tout ce qui est non-verbal, parce que plus de 80% du langage tout à fait. est du non-verbal. Bien sûr. Donc, alors, on a eu la chance de travailler avec un partenaire qui est un taf pour tous, qui est spécialisé dans l'insertion professionnelle pour les personnes de banlieue, pour les personnes de quartiers défavorisés. Et pour le coup, on a mis en place un atelier d'insertion à l'emploi. Oui. Au sein du MEDEF. Exactement. Alors la population, les personnes qui étaient là pour apprendre, il s'agissait de migrants, hein, c'est bien ça, Julien? Là, il s'agissait de réfugiés. Alors, il y a une petite nuance, c'est que quand on est réfugié, on est statutaire. On a demandé l'asile. C'est des réfugiés, effectivement. Donc, et les réfugiés ont les mêmes droits que les Français. Et alors, l'idée, pourquoi est-ce qu'on serait là pour les entraîner à l'entretien d'embauche, à la recherche d'emploi, à la rédaction de CV, faire des simulations d'entretien? Parce que parfois, on est confronté à des publics qui n'ont jamais fait un seul entretien, qui n'ont jamais été reçus une seule fois, donc pour lesquels ils n'ont jamais pu s'exercer, ou même encore davantage des personnes qui viennent de pays ou d'endroits où ça n'existe pas un entretien d'embauche. On avait des apprenants qui disaient, moi, toutes les fois où j'ai travaillé, c'est mon cousin qui fabriquait sa maison et il m'a demandé si je voulais construire le toit. Donc il n'y avait pas d'entretien d'embauche. C'est culturel. Taper à la porte, attendre qu'on vous dise d'entrer, savoir serrer la main, regarder dans les yeux, des choses comme ça. Culturellement, il y a des endroits où ne pas regarder la personne dans les yeux, c'est la respecter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Même au début, quand il me parlait, il regardait par terre. J'en dis, mais pourquoi vous me regardez pas dans les yeux? Regardez-moi. Mais c'est parce que vous êtes notre professeur et c'est un manque de respect de vous regarder comme ça. En France, en entreprise, regarder quelqu'un dans les yeux lors d'un entretien, c'est presque une condition préalable à être embauché. Oui. Si on passe son temps à regarder ailleurs, on a l'impression que vous n'êtes pas intéressé, trop timide, pas assez à l'aise, pas assez sûr de vous. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaie de leur inculquer en faisant des simulations. C'est très ludique. On fait des mises en situation où eux-mêmes, on les pousse à se mettre dans la peau d'un recruteur une fois qu'ils ont compris ce que c'est et à se dire, tiens, celui-là, je le prendrai ou je le prendrai pas. Et finalement, en voyant quelqu'un faire des erreurs ou au contraire d'avoir de bons réflexes, ils apprennent, ils assimilent super bien l'exercice et à la fin, on avait des personnes qui étaient parées, prêtes à affronter le marché de l'emploi. Donc c'est exactement ce type d'atelier qu'on met en place avec Abajad. D'accord, vous êtes en partenariat avec le Pôle emploi ou pas du tout, non? Non, on est en partenariat avec des structures, alors il y a Action Emploi Réfugiés. D'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou à Judith Aken, qui est fondatrice de TOT, une école diplômante pour réfugiés, et qui est maintenant déléguée générale chez Action Emploi Réfugiés. Et qui m'a sollicité, on a eu l'occasion de travailler justement ensemble
chez TOT et au MEDEF, et qui tout de suite est venu me trouver pour me dire je veux travailler avec toi, il y a de quoi faire. Là, on est sur la restauration et l'hôtellerie. C'est un domaine où il y a combien de En France, de métiers en tension? il y a 80 000 postes à pourvoir en France dans le métier de la restauration et de l'hôtellerie. Métier en tension, tu as utilisé un gros mot, donc on va peut-être l'expliquer. Un métier en tension, c'est simplement un domaine ou un métier sur lequel aujourd'hui les employeurs n'arrivent pas à recruter. C'est-à-dire qu'il y a de l'offre, il y a de la demande, mais et très peu d'offres. Exactement. Typiquement, le métier de couvreur, pour l'expérimentation qui a été menée au MEDEF, c'est typiquement un métier où on n'arrive pas à recruter parce que monter sur un toit de tout temps, sous la pluie, sous la neige, qu'il fasse chaud, c'est pas quelque chose que qui est facile. C'est de la à mise faire, en hein. relation. Alors, ce que je comprends, c'est que le public va venir vous voir, va rentrer dans l'association. Ensuite, va suivre différents ateliers. À la fin, est-ce qu'ils ont accès à l'emploi? Est-ce que vous êtes les intermédiaires des employeurs ou pas? C'est le but. Là, l'objectif, c'est ça. Là, Action Emploi Réfugiés est spécialisée dans la mise en relation entre réfugiés et entre entreprises. Donc c'est vraiment une finalité, c'est ça le but. Nous, on va être là, on est, pour reprendre une expression, on va les aider à traverser la rue. Très bien. On va les aider, on va leur donner la main. Et on va donner surtout qu'il y a un emploi juste de l'autre côté. Et la restauration, en plus, c'est type. Alors, on a Action Emploi Réfugiés. J'aimerais aussi citer la Mamas Academy, donc les Meet My Mama. Oui. Qui a créé une association. Et là, on est parti pour une promo de 15 mamas. Magnifique. 15 mamans qu'on va accompagner dans le métier de cuisine. Et là, on a préparé des menus, c'est le cas de le dire, hein, un menu royal. Un menu royal avec la crème de la crème des intervenants, avec plein de lieux. On va essayer de changer de lieu parce que la mobilité, c'est aussi un frein. Donc pour qu'ils puissent savoir comment se déplacer en autonomie. Voilà, on vous réserve, on leur réserve en tout cas de belles surprises et j'en parle avec le sourire parce que moi je pense d'abord au bien de mes apprenants et forcément. Ça va créer un bien pour Abajad, pour l'association, forcément. Quand on fait ça avec le cœur, quand on fait ça vraiment avec des valeurs, et quand ça marche, et on a réussi notre mission. Donc vous avez travaillé sur le savoir-être, tout à fait, savoir-faire. Complètement. Le savoir-faire, donc ça, pour le moment, ce sont nos partenaires qui travaillent là-dessus. Savoir-faire, elles vont suivre, les mamas vont suivre des ateliers pratiques en cuisine. Et même moi, pendant mes ateliers, tu me demandais comment ça se passe un atelier. Oui. Mes ateliers, j'essaie de faire en sorte que ça soit vivant. Parce que pour la plupart, que ce soit pour des jeunes de banlieue, pour des mamas, pour des personnes qui arrivent en France, ils n'ont pas l'habitude de s'asseoir. Même pour nous, c'est très difficile de s'asseoir comme ça sur une chaise pendant 4 heures à écouter quelqu'un. C'est très compliqué. Donc, on bouge, on fait des jeux de rôle, on chante. Vous vous adaptez au public? Oui, et puis on veut que ça soit ludique. On peut vraiment parler de sur-mesure dans les formations qui sont faites. Et c'est vraiment l'expérience du terrain, grâce à toutes les interventions qu'on a pu mettre en place avec des partenaires, au sein de grandes structures ou de petites structures, et de partir de ce constat que ce public a besoin justement d'animation, a besoin d'interactivité, a besoin parfois qu'on s'arrête, qu'on fasse une petite pause et qu'on s'assure qu'ils aient bien intégré et appris et compris. Donc on propose du sur-mesure et adapté surtout à la réalité du terrain. C'est vraiment le plus important. C'est ça, et le tout dans une bienveillance. Moi, ce que je dis aux formateurs, enfin toutes les personnes qui vont intervenir, c'est bienveillance. C'est le mot-clé. La moindre chose pour la confiance en soi et l'estime, la moindre chose, une lettre écrite correctement. Juste le prénom. Vous allez valoriser. Je vais applaudir une maman. J'ai déjà eu une maman comme ça qui ne savait pas écrire son prénom, mais quand elle a su le faire en autonomie, qu'elle a pu remplir un petit formulaire, elle était tellement heureuse, c'est magique. C'est magique. Pour nous, ça nous paraît rien, mais j'ai eu un groupe juste avant la rentrée scolaire. On a travaillé sur des documents authentiques, sur une vraie inscription de leur ville, et elles étaient
heureuses de pouvoir le faire sans demander de l'aide à personne. Donc là, effectivement, elles vont apprendre à écrire ou du moins avoir les bases de l'écriture. Et en plus, il y a possibilité d'avoir un emploi. Donc, quelque part, c'est avoir une certaine autonomie financière. Complètement. C'est ça, c'est leur rendre une forme ou les aider à récupérer une grande forme de dignité, parce que finalement, ne plus avoir besoin de demander de l'aide à chaque fois qu'on a besoin de remplir un document, à chaque fois qu'on veut lire un panneau dans la rue. Qu'on veut lire une carte, qu'on veut... Et donc ça, c'est l'avantage qu'a notre public, mais il y a également l'avantage qu'ont nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, on a parlé des métiers en tension, donc il y a des personnes qui cherchent des personnes dynamiques, motivées, souriantes, ponctuelles pour travailler, et ces personnes existent. Ces personnes existent. Les mamans en sont, le public auquel on a intervenu, auprès duquel on a intervenu au MEDEF. On a également des jeunes de banlieue qui sont hyper motivés, mais qui n'ont pas les outils de base. Oui. Et donc, leur donner cette confiance en soi, cette dignité humaine de se dire je vais y aller et je vais réussir aussi. Leur donner des accomplissements, se dire qu'ils ont des vraies réussites dans leur vie et qui peuvent s'appuyer dessus. Tout ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et donc, la rencontre de ces personnes qui recherchent des personnes motivées et de ces personnes motivées, c'est un moment magique, mais c'est également un moment utile, social. Aujourd'hui, notre pays, on a besoin. On a besoin, c'est un rapport gagnant-gagnant. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et on a un public, contre tous les préjugés qu'on peut avoir, qui n'a qu'une envie, c'est de pouvoir travailler, de retrouver une dignité, de sortir de la précarité. Donc ce public existe et a envie. Là, les jeunes justement du MEDEF, les jeunes couvreurs, il y a une anecdote, Reda, que tu peux raconter avec Manoucher. Oui, on a une image qui est très très préconstruite de ce que serait un réfugié. On imagine quelqu'un d'assez faible, qui a faim, qui demande de l'aide. Oui. Pas du tout. On a des jeunes dynamiques, athlétiques, j'ai envie de vous dire. Ils sont tous beaux gosses, très Ils donnent envie de oui, mais je vous le dis, ils sont souriants, ils sont jeunes, ils sont dans la fleur de l'âge, ils ont envie de bosser, mais ils en sont capables. Il y a la barrière de la langue, c'est ça. Exactement. Et quand on les rencontre et qu'on leur demande en entretien, quand on faisait des simulations, mais ce métier de couvreur, il n'y a pas grand monde qui serait capable de l'assumer. La pluie, la neige, le froid, le soir, sur un toit, c'est peut-être dangereux. Ils nous disent, mais travailler en France, c'est facile. Oui. Moi, d'où je viens, avant de peindre un mur, il faut la fabriquer, la peinture. Ah oui. Et donc, travailler en France, on me donne des outils de sécurité, des formations, j'ai des pauses déjeuner. Ils sont hyper motivés et ils sont très courageux. C'est vrai qu'il y a un cadre. En France, on ne se rend pas compte de la facilité. De la facilité et du luxe. C'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous disaient, mais on a des pauses déjeuner, on a des paniers. Le métier de couvreur, on les drague tellement on en a besoin. Ils ont des paniers repas, ils ont des téléphones de fonction, ils ont des salaires qui débutent à plus du SMIC. Bien au-dessus du... parce qu'on en a besoin. Donc vous allez leur apprendre quand même les mots-clés, ce qu'on utilise sur les chantiers, les termes techniques. Exactement, tout à fait. Exactement. Alors là pour c'est pas du français général que je fais. C'est du français vraiment sur objectif spécifique. C'est du pratico-pratique. C'est j'ai besoin de tel. On a bien compris. C'est ça. Non mais c'est même pas ça. C'est que j'ai besoin de tel vocabulaire dans mon métier. Ouais. Je vais donner les outils, ce que c'est que outils déjà, un marteau, tout le langage. Ce que au début pour tout le jargon en fait du métier, mais aussi les formules de politesse. Comment on s'adresse à son chef de chantier, comment on s'adresse à aussi des consignes de sécurité. Tout à fait, sécurité hygiène. Voilà, porter un casque, parce que, à mon avis, là-bas, c'était les pieds nus. La sécurité pour le chantier, l'hygiène pour la cuisine. Oui. Et j'aimerais sortir un petit peu de ces métiers-là, parce qu'il ne faut pas penser que les personnes en France, celles qui recherchent du travail et qui ont besoin d'outils linguistiques, sont toutes des personnes qui sont sur des postes de ce type. On a aujourd'hui en France, j'ai noté quelques petites notes, mais dans la recherche et développement informatique, il y a 26 000 postes à pourvoir à l'heure où je vous parle. Et on a des profils d'ingénieurs, des personnes qui sont Bac plus 5, Bac plus 6, prêtes à être opérationnelles, à qui il manque l'outil de la langue. On a un métier qui est formidable, l'aide à domicile, auprès des personnes âgées, auprès des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes isolées. Toutes ces personnes-là ont besoin d'aide. Il y a 39 000 personnes en France qui attendent qu'on vienne les aider dans leur domicile. Et on a des personnes prêtes, disposées à le faire,
à qui il manque juste le petit outil de la langue. Donc ça touche tous les domaines. Tous les domaines, le domaine de la santé aussi. Elles ont les compétences, c'est-à-dire que elles ont un parcours, voilà, elles ont un savoir-faire, elles ont un parcours universitaire dans leur pays. Exactement. Le passage, donc en France, le seul problème, c'est ne pas savoir parler français, tout simplement. Et là, on revient au pont dont je vous parlais tout à l'heure, j'insiste avec l'image, mais c'est ça, c'est créer un chemin, une passerelle entre leurs compétences et le besoin qui existe en France, et tout ça dans un esprit de bienveillance et d'utilité. Ça leur est utile, ils trouvent du travail, c'est utile à l'employeur, ils trouvent un salarié motivé et compétent, c'est utile à tout le monde parce que ces personnes ont un pouvoir d'achat et peuvent dépenser en France. Enfin, on sert la société finalement en faisant ça. C'est vraiment un projet qui est d'utilité publique. Exactement, c'est comme ça qu'on a envie de le vivre en tout cas. D'accord. Et puis on a des pépites aussi, hein. Il y a des personnes qui ont de l'or entre leurs doigts. Il y a des personnes qui, j'ai vu des personnes qui savaient coudre, mais des choses magnifiques, des artistes, ça se perd tous ces métiers effectivement. Exactement, les métiers artisanaux. Voilà. Exact, où les femmes travaillaient, où les hommes aussi travaillaient de leurs mains, et c'était beau, de la dentelle, et tout ça se perd. Il y a un retour parce qu'effectivement aujourd'hui on en a un peu marre du chinois, enfin excusez-moi, mais des trucs made in China, oui, on va dire ça. Du made in China où effectivement c'est de la mauvaise qualité, où ça dure pas dans le temps, et c'est vrai qu'il y a un retour un peu aux choses qui vont durer dans le temps, qui vont être aux choses authentiques, aux choses bonnes, et là on rejoint. J'allais dire made in France, mais je ne vais pas dire ça non plus. Prenons-le. Le made in France, c'est vrai que c'est quand même gage de qualité. Oui. Gage j'allais dire de luxe, hein, excusez-moi, mais c'est du luxe, c'est de la beauté, c'est du savoir-faire, c'est du savoir-faire. Ça prend du temps, effectivement, mais le résultat, la qualité est bien là, est présente. Et je vais parler sous le contrôle de Dunia, ma sœur, pas Dunia, notre chère amie présentatrice, mais c'est typiquement le projet de Meet My Mama. C'est des personnes qui ont Meet My Mama, donc le partenaire tout frais d'Abajad. L'idée, c'est de mettre en lien des personnes qui ont des compétences en termes de cuisine qui sont très très hautes, et de les mettre en lien avec des personnes. Moi, je vais vous parler de mon cas. Je travaille sur Nanterre. J'ai le choix entre un sandwich et un sandwich, ou alors une table un peu onéreuse sur Nanterre. Enfin, j'ai pas de grande variété dans la restauration autour de chez moi. Le projet de Meet My Mama, c'est de mettre en relation des entreprises, des particuliers, des associations, des structures qui recherchent de quoi se restaurer à midi, et de changer un petit peu leur plat, revenir vers des choses authentiques, des choses bonnes. Du fait maison, cuisine de maman, du fait maison, tout à fait. Exactement. Et puis c'est aussi un tour du monde en fait, parce que on va manger. Il y a plusieurs spécialités, on a des mamas de tous horizons, exactement. Justement, hier, je fais une parenthèse, il y avait un reportage sur Zone Interdite, où effectivement, il y a un retour de la bonne bouffe. À bas la malbouffe, et proposons de la bonne bouffe, de la bouffe de qualité. Non, pas de la bouffe, de la nourriture. De la nourriture. Parlons de nourriture. Voilà, des mets exactement qui sont concoctés, qui vont prendre du temps à la cuisson, mais au final, pas de colorants, pas de pesticides, rien du tout. Exactement. Voilà, des choses qui vont être savoureuses au goût, au palais, et en même temps qui vont être très bons pour le corps, très sains pour le corps. Donc c'est vrai, c'est un projet, je pense, qui est très très bon, qui est très viable, et qui peut... Nous, Meet My Mama, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur ce jargon-là. On propose des mets d'exception, donc des intervenants, des experts, tous les ingrédients pour pouvoir servir à nos mamas. Parce que ce sont nos mamas, vraiment, des mets d'exception, des plats savoureux, et chacun participe avec les ingrédients, avec les... comment on peut dire ça ? Avec les épices, voilà, ces épices. Tout ça pour faire une super recette. Voilà, mais vous contribuez aussi au bien-être de la société, des entreprises qui vont faire appel à vous, des personnes, puisque voilà. Concrètement, comment Abajad va intervenir sur ce cas-là, sur ce dossier avec Meet My Mama, c'est de leur donner tous les outils de langage spécifiques à la restauration, pour que ensuite, lorsqu'elles suivent des formations en français, des formations d'hygiène, des formations de restauration, des formations de cuisine, elles puissent comprendre
comprendre le sens de cette formation, à l'assimiler, mais également on va leur donner des bases, et là ça sera mon travail à moi, de relation client. Lorsque le client vient pour chercher sa commande, savoir typiquement le saluer, savoir lui remettre, vérifier que c'est la bonne commande, lui lister les produits qu'il a achetés, lui dire combien ça lui coûte faire une addition. Satisfaction client, fidéliser la clientèle. Exactement. Ah oui, Reda. Créer du lien, c'est exactement ça. Et de la confiance en soi, parce que ces femmes-là, ces mamas-là, elles deviennent des entrepreneuses à ce moment-là. Exactement. Elles deviennent des chefs de cuisine. Donc elles vont se retrouver, effectivement, elles vont être valorisées, elles vont se dire... À 200%. Voilà, elles vont se dire, je suis en capacité, j'ai la capacité de pouvoir créer mon emploi, mais en plus, voilà, de servir de bonnes choses, de belles choses, et sortir un peu de cette exclusion, d'être plutôt dans être partie prenante de la société, si je peux dire. Oui, et on peut tous s'identifier à ça parce qu'on a tous un jour voyagé dans un pays où on ne maîtrisait pas la langue. Et on s'est tous sentis un peu perdus, un peu plus vulnérables. Trouver son chemin devient un peu plus compliqué tout à coup. Savoir ce qu'on va manger dans la carte d'un restaurant, c'est un peu compliqué. Donc c'est aussi mettre la lumière sur ce sujet et se dire que c'est le travail de tous. C'est notre responsabilité à tous d'inclure toutes ces personnes dans notre quotidien, dans notre société, et à tous les étages. Et on est gagnant à le faire. Et d'ailleurs, Reda, quand il parlait de mobilité, on a un atelier mobilité donc théorique pour comprendre, savoir lire une carte, savoir utiliser les applications, les différentes applications, mais aussi pratique, aller sur le terrain. Je veux en sortir avec elle. Bon, avec elle, parce que là, ça va être les mamas, mais je vais en sortie. Et puis, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un quai? Là, vous êtes sur un quai. Qu'est-ce que c'est qu'une direction? Qu'est-ce que c'est qu'un itinéraire? Qu'est-ce que c'est que... On regarde le guichet. Parce que quand on est en cours, dans la salle de cours, c'est très abstrait. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller sur le terrain. D'aller sur le terrain, qu'elles puissent découvrir, qu'elles demandent leur chemin aussi. Parce que ça fait partie du parcours mobilité. Sur toute la route, elles vont être maîtres de la destination, du parcours qu'elles vont emprunter. Mais c'est également, il y a un aspect très utile, c'est d'aller à la découverte du patrimoine, d'aller découvrir des lieux qui sont auxquels elles ou ils n'auraient pas eu accès de cette manière-là. Le Louvre, cité des sciences. C'est un apprentissage à la vie. On peut dire ça. Un apprenti. Alors, je ne vais pas avoir cette prétention-là parce que justement, on a l'impression de se dire. Si. Allez. Allez, soyons fous. Non, mais on a l'impression que ces personnes sont, surtout pour avoir beaucoup travaillé avec les réfugiés, les migrants, qu'elles sont vierges d'expérience, qu'on doit tout leur. Non. Je leur donne des outils, mais elles viennent déjà avec un bagage qui est énorme. J'ai eu des personnes devant moi, mais qui sont juste fantastiques et qui m'apprennent aussi beaucoup de choses. Je suis d'accord, mais si je peux me permettre. Lorsqu'on est réfugié, c'est qu'à un moment donné, il y a une cassure. Quelque chose de très 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 douloureux, que ce soit pour les personnes en exclusion, loin de l'emploi, plus de 2 ans, des personnes qui ont eu des problèmes de justice ou des problèmes de dépression, de santé, de dépression. Il y a eu une rupture qui s'est créée à un moment donné, et il va falloir justement pour qu'elles puissent se réinsérer au niveau de la société, réapprendre. Donc on est bien dans un apprentissage de la vie. On est là pour leur donner une impulsion, ça. et faire ressortir leur talent. C'est ça nos ateliers confiance en soi. Faire appel à tout ce qu'il y a de mieux en eux, et ils sont déjà bourrés de talent. Même au niveau linguistique, Reda, excuse-moi, mais ils ont des mots, ils ont les outils. En fait, moi, j'ai envie. Tout est en eux, mais ils osent pas forcément s'exprimer. J'ai dit, mais non. Même si la phrase n'est pas parfaite, même s'il y a des petites, tant qu'on vous comprend, tant que le message est transmis et entendu, c'est l'essentiel. Peut-être parler aussi on a parlé de notre public, on a parlé des personnes qui font appel à nos services, mais les besoins aussi d'aujourd'hui de l'association, ils sont énormes, et on se structure, on grandit, et de plus en plus de personnes font appel à nos services, et c'est super, il y a un super engouement, et l'idée c'est qu'on aimerait encore grandir et encore se doter de personnes formidables pour nous soutenir dans ce projet. Aujourd'hui, on a deux grands souhaits, en tout cas 2 grands besoins. Premièrement, c'est d'aller à la rencontre des structures, des entrepreneurs, des associations, des collectivités locales, des mairies, toutes les personnes qui ont des projets mais qui ne savent pas comment le faire, comment faciliter cette insertion, comment créer du lien, comment donner de l'autonomie, de la dignité à toutes ces personnes.
On est là pour les aider, on est là pour les soutenir. Et on fait un grand appel à toutes les personnes qui nous appellent et qui nous écoutent. Faites appel à nos services, on vous donnera peut-être à la fin l'adresse mail de l'association. Sur quel secteur géographique, excusez-moi, vous intervenez? Sur toute l'île de France. Toute l'Île-de-France? Actuellement, l'Île-de-France. Actuellement. Alors actuellement, on a de la chance parce que avec Action Emploi Réfugiés et Meet My Mama, on sera sur République, vraiment à Paris. Très bien. Mais on est mobile, hein, on se déplace. D'accord. Je sais que l'association Abajad réalise des actions humanitaires. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, c'est quelque chose qui m'est très très cher. Comme je suis avec une autre association depuis l'âge de 18 ans, donc l'association El Amel, qui vient en aide aux orphelins du Maghreb. Donc on va prendre des dossiers d'orphelins et on va essayer de trouver une manière de les rendre autonomes. Par exemple, le dossier sur lequel on va se lancer, c'est donc sur lequel on a déjà travaillé d'ailleurs. C'est une famille d'orphelins, de père et de mère. La plus grande, qui depuis l'âge de 13 ans doit subvenir aux besoins de ses petits frères. Elle a promis à sa mère, au moment où elle était sur son lit de mort, elle lui a dit que jamais elle se séparera de ses frères et sœurs. Et elle a tenu sa promesse. On est venu la demander en mariage, elle a refusé parce que elle voulait pas donc laisser abandonner ses petits frères et sœurs. Et elle a travaillé, elle s'est sacrifiée, elle a travaillé depuis l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 20 ans comme bonne. J'utilise le mot bonne sciemment. C'est pas une femme de ménage. Oui. C'est une bonne parce qu'elle travaille 6 jours sur 7 chez des personnes qui l'exploitent, qui l'ont exploitée. Elle nous raconte les conditions dans lesquelles c'est juste inhumain. Et à un moment donné, donc nous on les aidait à des moments ponctuels avec l'association Lamel. Elle nous a dit qu'elle commençait à craquer, qu'elle n'y arrivait plus en fait, qu'elle était au bout. Et là on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit il faut trouver un moyen de la sauver. Parce que souvent ces filles-là, elles sont des proies faciles. Elles sont des proies faciles, on peut les utiliser pour... vous voyez bien... l'exploitation sexuelle, l'exploitation donc tout ça on a voulu éviter, donc on s'est dit que c'était très urgent, donc on a trouvé un savoir-faire. Qu'est-ce qu'elle voudrait développer comme savoir-faire? Eh bien la couture. C'est très simple, des fois quand je dis vraiment un petit coup de pouce, on lui achetait une machine à coudre. Voilà, ça tient une un machine peu de à choses. Coudre. Le centre de formation, c'est 100 € par an. Ouais. Et puis on lui a accordé une ça bourse, peut nous paraître dérisoire, mais pour eux c'est énorme. C'est un mur à franchir. Et on revient sur ce fil conducteur de l'association qui est rendre la dignité. Donner de l'autonomie financière, la confiance en soi, de leur permettre. Et ces personnes-là en général que l'association va aider, mais on parle d'orphelins, mais sur beaucoup de sujets, hein. L'idée c'est de rendre autonome des personnes par la formation et par l'accès à l'emploi, quitte à créer leur propre emploi. C'est souvent des personnes qui vont se mettre à aider elles aussi sur place. Donc c'est ce que disait Dounia, on peut tous aider quelqu'un. Oui. Elle-même, au sein de l'association El Amel, on a une femme qui avait le sida, qui était vraiment exclue de la société parce que c'était la pestiférée, alors qu'elle a chopé ça par son mari. Quand il est décédé, elle a su que sa fille avait le sida, qu'elle avait le sida. Elle s'est fait jeter par sa famille. Elle était donc dehors, malade, veuve, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et qui a su, grâce à une machine à coudre, vraiment, on lui a envoyé de l'argent. Elle s'est dit, il faut que... Elle a acheté une machine à coudre. Tout est parti de là. Elle a commencé à faire de la couture pour les gens. Elle a acheté un premier beau tissu. Elle a fait une première tenue de mariage qu'elle a pu louer. Elle a pu racheter et elle a une boutique maintenant. Et elle s'est dit, comme vous m'avez aidé, j'aiderai maintenant les gens. Et elle prend des filles qui étaient orphelines et qui sont orphelines et qui veulent se marier, et elle leur offre la prestation
toute la prestation mariage. Donc finalement c'est l'effet boule de neige, c'est un cercle vertueux qu'on a envie de faire. C'est ça, c'est une action qui essaime une autre action. Et ce qui est beau, c'est que parfois ça tient effectivement un fil, un fil. Rien. Il suffit de donner un coup de pouce. Un coup de pouce, une impulsion. Qui peut pour nous paraître dérisoire. C'est quoi 100 euros? C'est rien du tout. Qui au final va apporter une issue de secours à beaucoup de personnes, aux personnes qui sont vraiment en besoin juste d'une aide quelconque. Ouais. Et c'est vraiment formidable. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait pour vous contacter. Alors, vos coordonnées, votre site, votre numéro de téléphone, je veux tout. Je vous laisse parler. C'est parti. Donc, on a un mail. Oui. asso@gmail.com. Donc, asso, A-2-S-O, abajad, A-B-A-J-A-D, comme Dounia. Oui. @gmail.com. Donc ça c'est notre adresse mail. On a un site qui va être mis en ligne dans quelques jours, qui est en cours de construction. Par mon petit frère. Parce qu'on a de tout dans la famille. Et un Facebook. Et un Facebook. Donc vous tapez Asso Abajad et vous nous trouvez. Et vous pouvez nous contacter sur Messenger. Voilà, Abajad. Toujours Asso Abajad, oui. A-J-A-D. Abajad. Un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, pas pour le moment, c'est en cours, mais tout sera visible sur le site, sur notre page Facebook. D'accord. Aucun souci. Et comment effectivement on vient pour s'inscrire? Quand le recrutement se passe comment pour les personnes qui ont besoin justement de ce petit coup de pouce? Alors pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est auprès de partenaires que ça se fait. Là, juste, ce qu'on voudrait développer, c'est avoir notre propre structure, avoir notre propre local. Mais bon, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis, pour le moment, on crée des partenariats et qu'on continuera à faire. Vous pouvez faire un appel au niveau des élus, parce qu'effectivement, les élus peuvent peuvent mettre à disposition. Vous mettre à disposition des salles, un bureau, éventuellement, pour que vous puissiez continuer à votre œuvre. Bien sûr, toutes ces aides sont les bienvenues. Et typiquement, on parlait de l'association, de Un Taf pour tous avec qui on a travaillé. C'est un partenaire qui effectivement a des locaux, nous a déjà proposé d'intervenir avec lui et de pouvoir donner des clés très rapidement pendant des petits séminaires, des petites conférences pour l'insertion professionnelle. En fait, on suscite il y a beaucoup de gens je pense à Moussa, je lui fais un petit coucou aussi, qui m'a proposé de pouvoir intervenir à la Cité du Cinéma, qui est un très beau, vraiment, et c'est ça aussi, c'est de la ramener sur des lieux clés. Donc, on a beaucoup de bienveillance et on nous ouvre, on nous dit, venez avec grand plaisir dans nos locaux, et puis, ça nous permet d'intervenir un peu partout aussi, d'intervenir à notre personne. Je voudrais remercier, un grand merci à Marie Barrault, qui était chef de projet au sein du MEDEF. Qui m'a beaucoup encouragée dans mon projet, qui a été très bienveillante, et quand j'ai vu aussi la bienveillance qu'elle avait à l'égard de mon fils, ça me touche en fait. C'est comme ses enfants, quand on est gentil avec nos enfants, on est heureux. Exact. Et quand j'ai vu toute la bienveillance de Marie et de Rachel aussi, ça m'a fait du bien de voir que des gens comme ça existaient encore. Et donc je voulais vraiment la remercier. Malgré son statut, elle était chef de projet au sein du MEDEF, auprès de la présidence. Et elle nous a donné toutes les clés, elle nous a ouvert les locaux. Elle nous a toutes les propositions que je lui faisais. Elle était partante, et vraiment un grand merci à Marie. Dounia Reda, je vous souhaite une belle réussite pour cette association. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez pour faire la promotion, pour me parler de vos actions. Éventuellement, je viendrai assister à votre atelier avec grand les plaisir. Caméras de Radio Mercure. Avec grand plaisir. Merci pour votre accueil. Avec mon coéquipier Rachid. Avec grand plaisir, Dounia. Je sais que vous devez nous quitter. Oui, malheureusement, on doit y aller. Vous avez un rendez-vous. On a un rendez-vous. Et je souhaite quand même rappeler le site, pas le site, mais les le site coordonnées c'est de Abajad. abajad.com. On a le nom de domaine, il sera disponible d'ici peu. Oui. Et les coordonnées, donc Asso Abajad, A2SO,
abajad, abajad@gmail.com. Moi, en tout cas, si vous avez une salle, si vous avez des bureaux, si voilà, des bureaux vides et que vous souhaitez les mettre à disposition à Abajad, voilà, qui est vraiment une association qui est là justement pour remettre en selle des personnes qui sont en difficulté, pour faire de l'inclusion sociale, du pur et dur, voilà, en essayant d'aider. N'hésitez pas, contactez-les, aidez-les. C'est très important. On a besoin de personnes comme Dounia et Reda aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Vous êtes sur Radio Mercure 93 FM. Je suis Dounia Maklouf et je reçois donc mon deuxième invité qui est Adnan Hajmouri. Adnan, vous êtes journaliste, chroniqueur et animateur culturel. Parlez-nous de votre parcours. Bonjour Dounia, donc voilà, j'ai commencé par être autodidacte en philosophie, c'était ma passion, mon délire. Et par la suite, animateur culturel, donc j'ai fréquenté quelques associations, ce qui m'a permis de développer l'esprit critique et la liberté d'expression, qui est à l'état embryonnaire en Algérie. Et par la suite, là, j'ai commencé à mon initiation en journalisme, donc dans la culture journalistique. Je commençais à lire et écrire des petites et faire des découvertures sur le plan culturel. Par la suite, ce qui m'a vraiment fasciné dans le journalisme, c'est la liberté d'expression et l'esprit critique. Donc j'ai commencé à faire des chroniques avec un bref survol philosophique et psychanalytique. D'accord. Vous avez donc un parcours atypique et vous avez apparemment un intérêt dévorant pour la psychanalyse. Pourquoi avoir choisi la psychanalyse ? Alors, au départ, avant de retracer les grandes lignes qui balisent le fondement psychanalytique, j'ai commencé par la philosophie. Donc, la philosophie m'a permis aussi de me questionner, de rompre avec le cercle des évidences. Et pour moi, convoquer le discours philosophique, c'est avant tout une hygiène de vie. Hein, une hygiène de vie qui me permet aussi de questionner tout ce qui semble évident. J'ai commencé par des lectures sur l'existentialisme, sur Sartre, et après en philosophie on étudie aussi la dimension de l'inconscient, donc ce qui m'a permis aussi de découvrir Freud. Freud, Lacan, etc. Voilà. Vous avez mis en place des ateliers avec des étudiants, justement pour travailler sur différents sujets, sur différentes thématiques. Oui, donc voilà, outre l'aspect journalistique, là je travaille avec des étudiants, des jeunes. Le but c'est de convivialiser l'échange et ça me permet aussi de promouvoir une certaine interaction sociale. Avec les jeunes les étudiants ou des jeunes tout court, j'essaie de bosser avec eux sur des questions d'actualité. Oui. Hein, sur la féminité par exemple, sur la dimension d'autrui, sur la modernité, sur la politique, hein, sur la liberté d'expression et journalisme. Oui, et donc là aujourd'hui on va aborder la condition féminine. Donc les femmes font face aux violences, à la précarité grandissante, aux inégalités donc au niveau des salaires, à peu de responsabilités dans la vie publique. Sous quel angle vous abordez-vous la condition féminine en psychanalyse ? Alors, je l'ai abordé sur le plan même journalistique, parce que j'avais, là où je vis, il y a des associations qui luttent contre la violence faite aux femmes. Donc elles essaient de mettre en place des ateliers, des journées de réflexion autour de cette question. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, moi, je me suis dégagé de cette attraction, parce que je me disais qu'il y a une forme d'inhibition qui s'est installée. Et le problème qui se pose avec l'acuité, c'est qu'il y a un climat intellecticide. Je m'explique, oui. C'est que c'est la mise à mort de l'intellectualité. Donc on essaie de travailler beaucoup plus sur l'aspect pratique et non pas sur la forme et non pas sur le fond. Et essayer de débusquer les résidus archaïques qui emprisonnent l'esprit de la phallocratie, c'est essayer de dynamiter les certitudes. Hein. Et quand on dynamite les certitudes, ça nous permet aussi de revoir nos conceptions et avoir un esprit critique.
par rapport à la conception de la féminité, par rapport au rapport homme-femme. Oui. Comment peut-on définir la féminité? Moi, je me dis que la féminité ne se définit pas par rapport à l'homme et à la femme, mais il faudrait développer le rapport subjectif. Et comment peut-on parler de la subjectivité dans un milieu contraint tel que l'Algérie? Oui, là en l'occurrence on parle de l'Algérie, Oui. mais on peut se référer aussi Oui. par rapport au monde. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est la position, c'est la place de la femme. Donc il y a tout un sujet de réflexion qui se fait sur ce sujet. On le voit, hein, il y a un mouvement qui est en train de se faire par rapport aux violences, par rapport à la parité, par rapport à la revendication des droits des femmes, alors qu'elles n'ont pas revendiqué. Normalement, ça devrait se faire de manière naturelle. Et de l'autre côté, il y a une pression sociétale pour essayer de couver tout ça. Votre réflexion porte sur quoi exactement? Alors, même par rapport à cette question, c'est que à un moment donné, on se cristallise sur la violence physique, alors que la violence symbolique, celle de l'interdit de penser, elle est beaucoup plus pernicieuse. L'interdit de penser, c'est-à-dire que la femme ne peut penser? L'interdit de penser, c'est le bâillonnement de la liberté individuelle. Donc, et quand il y a le bâillonnement de la liberté individuelle, c'est qu'il y a il y a une forme d'inertie qui s'installe. Et ce que j'appelle aussi violence symbolique. On interdit à la personne de s'exprimer, de dire, de valoriser le jeu. Donc de dire, voilà, je veux, je décide, je vois. Donc c'est nous décidons, c'est une culture, pensée unique, une pensée... C'est la culture de l'homogène qui prend le pas sur le jeu. Le jeu, cette parcelle d'autonomie et d'originalité, qui est vraiment quand même déglinguée, qui reste déglinguée. C'est-à-dire donc la femme a du mal à se positionner, à se mettre en avant et à faire valoir un peu son jeu. À mettre en valeur sa subjectivité. D'accord, vous pouvez développer quand vous dites à mettre en valeur sa subjectivité? Alors, mettre en valeur sa subjectivité, là je pars du cas algérien. Oui. C'est quand on vit dans un pays où une structure où il y a le musellement de la subjectivité. Donc il y a la tyrannie du nous, il y a la langue de Dieu et la langue du jeu. Oui. Il y a la dimension du machisme qui est encore prégnante dans la société, ce que j'appelle entrouverte, parce que là il peut y avoir deux logiques antagonistes. Il y a une émancipation émergente, mais en même temps il y a l'embrigadement de la pensée. L'embrigadement, c'est-à-dire? L'embrigadement de la pensée, c'est dire voilà, penser veut dire adhérer. Donc si on n'adhère pas à la pensée conforme, donc on est contre. On est contre et on obéit à la tyrannie de l'exclusion, donc l'ostracisme. D'accord, mais ça c'est le fait d'un groupe. Oui, oui. Et comment on modifie justement cette pensée? Comment on fait justement pour changer cette pensée du nous en jeu? Quelles sont les clés? Oui. Ça ne vient pas en claquant des doigts. On est d'accord. Oui, c'est un travail. Et pourquoi, même par rapport à la condition féminine, je me dis que l'associatif peut faire un travail sur le plan pratique, mais il doit intégrer une dimension intellectuelle. Quand je dis une dimension intellectuelle, celle qui consiste à remettre en cause certaines pensées, certaines réflexions et des a priori. Une dimension intellectuelle permet l'élévation, permet l'esprit critique, au-delà d'une forme de fétichisation irrationnelle de la modernité ou autre chose. Donc là, quand vous parlez de la fétichisation, qu'est-ce que vous appelez la fétichisation? Alors, quand je parle de la fétichisation, et j'avais publié quelques chroniques sur cette question, j'étais en contact avec des romanciers, j'ai discuté avec des écrivains aussi, mais quand on parle de la modernité, elle est beaucoup plus de l'ordre affectif et non pas réflexif. Et voilà, par exemple, quand on dit oui, il faut guérir par exemple le masculin. Le problème, ce n'est pas le masculin, parce que le masculin ou le féminin, ils obéissent à la même logique. Sauf que le masculin, il peut vraiment extérioriser dans une société
patriarcal, mais il est inhibé aussi. Oui. Or que c'est un problème par rapport à la subjectivité. Si on n'essaie pas de faire un travail sur le rapport subjectif, et c'est à ce moment-là que le discours psychanalytique intervient. D'accord. Je sais que vous avez travaillé, enfin, vous avez reçu Kamel Daoud, Oui. effectivement, où vous avez eu des discussions autour un peu justement de la société algérienne, justement de la place de la femme dans la société algérienne. Qu'est-ce qui en est ressorti justement de cette discussion, de cette analyse? Par rapport à Kamel Daoud, c'est l'Institut d'études maghrébines, SEMA, Oran, qui m'avait invité pour discuter son roman, son dernier roman, le Zabur ou le psaume. Oui. Ce qui m'a vraiment intéressé chez Kamel Daoud, c'est la trame narrative où il décortique de façon romanesque le malaise algérien, hein. La crise algérienne qui peut revêtir une dimension sexuelle. Comment voir le rapport homme-femme, l'exclusion, l'interdit. Quel est le rapport homme-femme? Alors, le rapport homme-femme, il est conflictuel, mais quand on parle de la conflictualité, le conflit peut réguler la société, mais quand je parle de la conflictualité, c'est que dans le contexte algérien, c'est beaucoup plus, il se base beaucoup plus sur l'allégeance. Dernièrement, j'avais animé avec une amie et on avait fait un petit commentaire sur un livre d'un sociologue, Pierre Bourdieu, intitulé Domination masculine. Et pour comment déjà définir la domination masculine qui reste ancrée dans notre inconscient, tant individuel que collectif, mais l'individuel prime. Et donc, quand on aborde la question avec des jeunes et moins de jeunes, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, il y a un malaise. Il y a un malaise. Le malaise est l'interdit de penser et l'incommunicabilité. Il n'y a pas de communication possible, il n'y a pas de mise en commun entre l'homme et la femme. Donc il y a une incommunicabilité où on essaie bien de dire voilà et relativiser la chose. Il y a ceux qui critiquent, qui disent que voilà, c'est inacceptable, on ne peut pas vraiment rester dans cette logique, il faudrait vraiment faire un travail pour se débarrasser de certaines entorses, mais ça reste encore à l'état embryonnaire. D'accord. D'accord. Et justement, quelle est l'utilité un peu de ces ateliers? C'est d'ouvrir le débat, d'essayer de comprendre un peu les mécanismes relations hommes-femmes pour essayer de changer ça, de changer ce mode de pensée? Alors, le prime abord... C'est prétentieux, hein, mais... Oui, le prime abord, c'est l'échange fructueux, convivialise le débat. Et moi, je me dis que ce qui est intéressant, c'est que de voir que l'importance de l'échange. Et là, je fais appel au cri de Rimbaud, je est un autre. C'est à travers autrui qu'on se connaît soi-même. Oui, tout à fait. Donc voilà, si on arrive vraiment à tisser des liens de réciprocité et de mettre en valeur l'altérité, ça permet d'affronter l'abîme. Ça permet d'affronter l'abîme. Il faudrait dire que une société exempte de domination, c'est celle où il y a une parole. Il y a une flamme qui se dégage. D'accord. Et quels sont vos projets justement? Quels sont les projets, vos projets futurs justement pour pouvoir être entendus dans ce sens? Alors, actuellement, là, je suis en train de préparer une étude sur radicalisation et refus de la féminité dans le contexte algérien. Est-ce que vous pouvez développer? Alors, à un moment donné, j'avais participé à un colloque Acte Psy à Bruxelles. Donc, j'avais proposé ma communication qui s'articulait autour de la radicalisation et métastase du fanatisme religieux. Et à un moment donné, j'ai commencé à étudier un peu le rapport au fanatisme, vu que l'Algérie est passée par une période vraiment difficile, compliquée, la décennie noire. Donc du coup, j'ai proposé cette communication qui a été acceptée. Et là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier aussi le refus de la féminité et le phénomène de la radicalisation. Donc, il y a un lien, il y a effectivement... Il peut y avoir un lien parce que quand on voit comment on décèle
dans le contexte algérien, il y a le refus de la féminité qui reste vraiment inconscient, qui n'est pas vraiment conscient. Même s'il y a de la parole, mais ça reste dans le domaine de l'inconscient. Et comment peut-on décrypter l'inconscient? Oui. Parce que auparavant, j'avais préparé aussi, j'avais participé au premier colloque de Acte Psy, et c'était sur la répulsion de la psychanalyse dans le contexte algérien. Pourquoi il y a cette... Je me suis posé la question, pourquoi il y a cette inhibition par rapport à tout ce qui est philosophique et sociologique, et voire même psychanalytique dans la société algérienne? À un moment donné, même chez une certaine frange de progressistes, mais ça reste, il reste dominé par cette idée rétrograde de dire, voilà, on aimerait bien être en action, mais si on interroge l'action, il faudrait interroger notre propre action pour revitaliser un lien social déliquescent. D'accord, donc par extension, si vous parlez de l'Algérie, mais par extension, on peut parler aussi de la radicalisation en France. Alors, est-ce que les femmes se radicalisent justement par refus de leur féminité? Elles sont dans l'inconscient, dans leur inconscient, elles refusent d'être femmes, d'être féminines? Je pense qu'il y a un autre paramètre qu'on doit prendre en considération, c'est l'éducation traditionnelle. Hein. Oui. C'est le ratage de l'éducation traditionnelle où il y a une crise multiforme, identitaire, obstacle au dialogue, crise sexuelle, tabou sexuel de la sexualité et tout. Donc, et le rapport mère-fille, mère-père, mère-frère et tout. Et là, si on convoque aussi le discours psychanalytique, on peut vraiment étudier aussi l'aspect de la castration. Oui, tout à fait. Pour conclure, Adnan, une petite conclusion justement sur le travail que vous débutez, sur l'étude que vous mettez en place. Hein, une petite conclusion. Alors, une petite conclusion pour dire que voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'élargir le débat, de discuter. D'ouvrir la question. Oui. Et en même temps essayer de comprendre. De comprendre les mécanismes et inconscients surtout, insister sur la dimension de l'inconscient et le refoulement et tout ce qui en s'ensuit. Très bien. Vous étiez sur Radio Mercure et non sur France Culture avec Dounia Maklouf. Merci d'avoir suivi mon émission et je vous dis à bientôt.